la bienvenue virtuelle. Je suis basé à Novosibirsk, à 3 000 kilomètres de Moscou vers l'est. J'aimerais bien remercier les organisateurs russes et français du séminaire. Merci de m'avoir invité. Ce n'est pas ma première fois. Je ferai vraiment une courte présentation avec l'analyse peu détaillée du développement de l'économie russe entre 2022, donc les 12 mois de 2022 et 4 à 5 mois de l'année 2023. Je donnerai également quelques commentaires concernant le développement futur de l'économie russe. Sur ce diapo, vous pouvez voir quelques indicateurs plutôt génériques du développement de l'économie russe. Vous pouvez voir la chute du PIB en 2021, la chute, la chute également des revenus disponibles de la population, le dynamisme reste négatif. Par contre, la croissance de 2021 a été interrompue par la guerre et les sanctions imposées. Oui, le PIB est en déclin, mais les investissements dans le capital de base sont en hausse. Je voudrais dire que cela pourrait être lié à l'activité du gouvernement. L'inflation en 2022, l'inflation annuelle était aux environs de 12%. Si on parle des 4 premiers mois de 2023, le PIB est en baisse également. C'est le premier trimestre de 2023. Mais il faut tenir en compte l'effet de la haute base. Le premier trimestre était plutôt favorable pour l'économie russe. Les données du deuxième trimestre ne sont pas encore disponibles. Les investissements dans le capital de base ont augmenté. Le revenu disponible de la population est augmenté. Et pour un économiste russe, ça fait tellement du bien de voir la croissance de l'industrie manufacturière. L'agriculture est en hausse, la construction est en hausse, le bâtiment est en hausse, les services pour la population sont en hausse et l'inflation est en baisse 2,6% pour le mois de mai, ce qui est inférieur à l'inflation cible de la Banque centrale russe, à savoir 4%. Ceci dit, dans plusieurs industries, nous voyons la baisse de production, par exemple le transport et voilà, les ventes au détail. Ici, vous voyez euh, la dynamique ou l'évolution du PIB par trimestre et c'est la comparaison entre le trimestre de l'année au même trimestre de l'année précédente. Donc, deuxième trimestre 2021, deuxième trimestre 2020.
troisième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 également, c'est la hausse, mais la hausse qui n'est pas si importante pour le quatrième trimestre. Maintenant, en ce qui concerne l'industrie manufacturière ou l'industrie de transformation, nous voyons la croissance dans la moitié des secteurs et la baisse dans l'autre moitié des secteurs. En rouge, je me suis permis de souligner l'augmentation considérable de la production des articles en métal, sauf les machines et les outils, l'augmentation de la fabrication des ordinateurs, 19% presque pour les ordinateurs, plus 25% pour les ordinateurs, le matériel électrique, plus 13%, fabrication des véhicules, plus 14,6%. Les raisons sont liées à l'industrie de défense, bien évidemment, parce que l'État subventionne la production liée à la guerre, à la défense, et Poutine et notre Premier ministre ont souligné l'augmentation en quelques fois, 2 fois, 3 fois, la production des articles à objectif militaire. La question se pose quand même, quels sont les facteurs qui ont arrêté la chute plus importante du PIB en 2022? Plusieurs économistes se sont prononcés à ce sujet et je vais me permettre de partager avec vous ma vision des choses. Pourquoi la baisse de l'économie russe en 2021 était inférieure aux pronostics des experts, y compris moi-même. Je prognostiquais moins 5% et j'avais tort. Donc, quelles sont les raisons? Pourquoi la chute n'était pas si importante que ça? Avant toute chose, il s'agit de l'augmentation des dépenses publiques, y compris les investissements publics. Le ministère des Finances a arrêté l'exécution de la règle budgétaire. Quand le prix du pétrole dépasse un certain seuil, ces recettes ont été envoyées au Fonds du bien-être national. Et ces argents ont été utilisés pour le développement économique. Mais quand on parle des recettes supplémentaires budgétaires liées aux prix élevés pour des hydrocarbures, cela a contribué de 2,6 trillions de roubles l'année dernière. Mais en même temps, les dépenses budgétaires ont augmenté presque 3 fois plus, de 7,4 trillions de roubles par rapport au plan, et je parle du budget fédéral, bien évidemment. Avant le début de la guerre en Ukraine, le ministère des Finances parlait du profit, mais en réalité, le budget était clôturé avec un déficit de 2,3% du PIB. Bien évidemment, les dépenses publiques ont augmenté de la manière très considérable. Dans des conditions des sanctions très strictes imposées,
La partie du fonds euh, des fonds souverains ont été utilisés et les extra recettes pétrolières n'ont pas été accumulées dans ce fonds, mais utilisées à des fins différentes. Outre cela, hein, le gouvernement a euh, commencé à émettre des obligations, des titres obligataires. Et un des résultats, c'est l'augmentation de la part des dépenses publiques dans des investissements dans le capital de base. En 2002, euh, les dépenses publiques liées au financement des investissements en actifs fixés est monté de 20,2% contre 18,2% en 2021. La dynamique du PIB réel est presque toujours conditionnée en Russie de l'augmentation de M2. Et c'était tout à fait naturel de voir le changement de ces indicateurs qui sont importants pour la Russie et avant toute chose de l'agrégat monétaire réel M2, comme je l'ai déjà dit. Ici, on s'agit de justement cet agrégat M2, l'agrégat monétaire réel, en milliards de roubles. Et vous voyez, en 2022, la croissance était brusque. Ici, vous voyez la dynamique de l'agrégat monétaire nominal trimestriel moyen M2 en milliards de roubles pour le quatrième trimestre. Et dans le premier trimestre 2023, l'agrégat monétaire nominal trimestriel moyen M2 a augmenté d'environ 25% par rapport à l'indicateur correspondant du premier trimestre 2022 et l'agrégat monétaire réel de 24%. Cette croissance est vraiment considérable puisque la Banque centrale, pendant plusieurs années, faisait tout possible pour éviter l'augmentation de la masse monétaire. Et les indicateurs se sont diminués également. Et le taux trimestriel moyen nominal du MIACR, qui est Moscow Interbank Actual Credit Rate, a diminué de 2 fois au cours de 2022. Et cela a eu un impact tout à fait positif en ce qui concerne le capital investi dans des sociétés. Et les prix du pétrole sont mentionnés. Les prix ont augmenté. Le prix annuel moyen du pétrole brut de l'Oural en 2022 était 77 dollars par baril. Et
ce prix a augmenté de 12% par rapport à sa valeur en 2021, à savoir 69 dollars par baril. Cela a conduit à l'obtention de revenus supplémentaires pour le budget. Et j'ai déjà évoqué cela, mais néanmoins, il faut souligner la croissance considérable de l'industrie militaire, l'industrie de défense. Vous vous souvenez bien de ce tableau que je viens de montrer concernant les différents secteurs d'industrie. Donc, la croissance de l'industrie de la défense a influencé l'augmentation dans la production dans l'industrie manufacturière et, par conséquent, a résisté à la chute du PIB. Et mon collègue, M. Bouchard, a évoqué cela, puisque l'industrie de la défense est compliquée, technologiquement compliquée. Et la croissance de cette industrie, surtout la croissance importante, contribue à la résistance à la chute du PIB. Grosso modo, nous pouvons faire une conclusion suivante. L'évolution plutôt relativement stable de l'économie russe en 2022-2023 est le résultat d'une croissance accélérée des dépenses publiques, de l'octroi d'avantages aux entreprises et à la population, d'une politique monétaire relativement souple, ainsi que la croissance des prix élevés du pétrole, des produits pétroliers et du gaz. Et j'ai lu un article de Jacques Sapir qui disait que le rôle de l'économie russe dans le système économique mondial a été sous-estimé. Et je suis d'accord avec Jacques dans ce contexte. Et si l'économie russe, en tenant compte le PIB à la base de la parité de pouvoir d'achat, est placée à la 6e place. La Russie est proche à l'allemande à ce sujet. Et si on parle, si on prend l'image plus élargie, l'économie russe a l'avantage, 2e ou 3e place pour la production de pétrole, avec l'Arabie saoudite, 2e place pour la production de gaz, 7e place pour l'exportation mondiale de GNL, la 1re place pour les exportations de céréales, 4e place pour la production de blé, 2e place pour la production d'engrais, 5e place pour la production d'acier et ainsi de suite. Si on parle de la part des services dans l'économie de la Russie, y compris le transport et le commerce, la part des services en Russie était 63% et cette proportion pour les États-Unis est 78 et pour l'Union européenne, c'est 70. Donc, l'importance de l'économie de la Russie, c'est pas seulement cette 6e place par rapport à son PIB, le volume de PIB dans l'économie mondiale, mais aussi par les exportations principaux. Et maintenant, quelques conclusions sur pourquoi les sanctions n'étaient pas tellement efficaces, n'avaient pas autant d'effet pour l'économie de la Russie. Principalement,
Je sais que le gouvernement et surtout le ministère de l'Industrie a soutenu beaucoup les business, les sociétés pour s'adapter aux nouveaux chaînes logistiques. Deuxièmement, la politique de la Banque centrale de la Russie était assez souple. Et en plus, bien sûr que l'augmentation des prix pour l'énergie a beaucoup soutenu l'économie de la Russie et aussi euh, la résistance des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil de supporter les sanctions des pays occidentaux étaient des effets favorables, avec des effets favorables. Et finalement, au cours des quelques prochaines décennies, en Russie, on a vu l'évolution du secteur privé très efficace. Ce sont les entrepreneurs qui ont battu leur business, leurs entreprises qui ont été efficaces et ce sont ces sociétés qui étaient assez flexibles dans ces circonstances néfastes et ils ont su de s'adapter aux ces nouvelles circonstances. Le gouvernement et la Banque centrale, euh, dans cette situation de la guerre, finalement, commençaient de faire ce qui était conseillé par les économistes, y compris les experts qui participent dans ce séminaire d'aujourd'hui. Les conseils qui portaient sur la politique plus monétaire plus souple. Et cela a été efficace. Donc, tout cela a soutenu l'économie de la Russie. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je peux répondre à vos questions. Да, вопрос хотел задать. Anton Moïseyev, c'est à vous. Вот очень быстро, навскидку, Très если rapidement. бы бюджет не поднимал расходы в Si par 2022 году, exemple так как он поднял, on garde les dépenses budgétaires, тяжелый курс на уровне on 2024 года, garderait что у нас было бы les в ВП? dépenses Антон, я извиняюсь, можете budgétaires. попросить громче? А если бы бюджет не поднимал в 2022 году Donc, расходы, si а en сохранял бы их до 2022, 2021 on, года, что бы у нас было по ВВП? Так, оценка очень быстро on навскидку. garderait les dépenses budgétaires Минус 10%. en 2022, Ну, это большая вилка. quel serait le PIB? Moins 10, moins 15%. Bon, c'est une différence quand même importante. Oui, tout à fait. Базовый Mais encore une fois, по ВВП на 22 год, он был сделан в середине mes 2022 calculations 7%. portaient sur Ну, понял, да. То есть le у нас PIB de большинство base. прогнозирует до Le минус PIB de 10%, base, очень selon большая. moi, Ну, мой était базовый был минус moins 5. 5. Мгм. Oui, en fait, la plupart des questions, Спасибо. des calculations nous disaient moins 7, moins 8, moins 5, c'est le même ordre. Да, спасибо Merci, большое, Александр Valentina. Леонидович, за эту презентацию. Вот у меня вопрос Alexandre, как от merci beaucoup pour cette начинающего présentation. исследователя. J'ai une Вот question en tant вы que chercheur показатель Росстата, да, он показывает jeune. общую картину с учетом Donc, там инвестиций on в a la государство, с учетом statistique поддержки de la part самих нефти de обычно. Вот. А что Eurostat. касается той Il части экономики, про которую вы говорили, то есть prend en частный compte les сектор, что statistiques малый и du средний gouvernement, бизнес, les может prix быть, и de крупный бизнес, pétrole. да, который независим от Qu'est-ce государства. qu'on voit Как вот dans le мы cadre эти des показатели Росстата мы можем sociétés использовать, чтобы вот оценить, как он себя чувствует privées в этой ситуации? des différentes échelles et Ну, то quel есть показатели по прибыли, indicateur est-ce qu'on peut voir pour comprendre la situation de ces sociétés? La результаты réponse. опросов Bon, бизнеса, principalement, on peut voir так les сказать, profits de прогнозируют ces business спрос на свои товары и et услуги. on peut Эти voir опросы, их не только les, Росстат, но, по-моему, часть таких опросов les проводит pronostics Центральный банк préparés России. par Вот есть такие показатели. les Но business надо сказать, что я
Ces études sont menées pas seulement par Rostat, mais aussi pour la Banque centrale. Je peux vous dire que le gouvernement a soutenu les moyennes entreprises par ils ont offert le soutien dans le cadre d'organisation des chaînes logistiques et je ces informations premièrement. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai une question. Peut-être c'est une question un peu plus complexe. Donc, quand j'entends que on voit la croissance, il y a une marge d'erreur. Je vois la croissance comme une situation quand les profits sont réinvestis dans leur production. Donc, ils espèrent, les entreprises espèrent que leurs dépenses vont augmenter de plus. Est-ce que vous pensez que ce cycle de revitalisation a déjà commencé ou on voit que le début de cette revitalisation? La réponse, bon, je pense que le fait que l'économie est de moins en moins en baisse, ça c'est l'effet de soutien et des dépenses de dépenses publiques. Je pense que oui, on connaît très bien les effets multiplicateurs, on les utilise, vous les utilisez dans votre institut pour en calculant les modèles entre industriels et je pense que ces effets multiplicateurs peuvent en fait ruisser dans l'industrie à l'autre. Donc, cette stimulation lancée par le gouvernement peut être percevue dans les secteurs qui sont dominés par la propriété privée. Mais pour tout cela, il faut mener les politiques respectives et en fait, c'était très surprenant d'entendre Madame Nabulina la semaine dernière qu'elle était concernée par l'inflation. Mais en fait, en mois de mai, on voyait l'inflation au niveau de 2,6%, là où l'inflation ciblée était au niveau de 4%. C'est déjà très bien. Et je pense que si on augmente le taux, les taux principaux, cela va alourdir le poids pour l'économie. Je pense pas que les sociétés, sauf les sociétés pétrolières, ont beaucoup d'argent sur leur compte. Et en fait, ils sont vraiment très dépendants en ce moment du soutien du gouvernement. Donc, je pense que le gouvernement a beaucoup assoupli le choc des sanctions et je pense que si on continue la politique gouvernementale active, cela va donner des effets espérés. Bon, merci beaucoup. Peut-être Madame Nabiulina avait ses arguments et elle pourrait les citer. Il pense que l'inflation trop basse est aussi assez néfaste pour l'économie. Et Monsieur Jacques Sapir aussi a une question.
C'est à vous, Jacques. Bon. Et donc, ma question porte maintenant plutôt sur les prévisions pour l'année 2023. Et si on regarde le rythme d'accroissement de la main-d'œuvre employée, qui est actuellement très élevé, on peut penser qu'il y aura une augmentation de près de 1,5, peut-être 2% de la main-d'œuvre employée cette année. Donc, en admettant que la productivité augmente même faiblement par rapport à l'année dernière, on pourrait avoir un accroissement de la production du PIB entre 2 et 2,5%. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette prévision? À quoi j'ajoute une autre question? Est-ce qu'on n'est pas fondé à croire que cette hausse de l'emploi et la baisse corrélative du chômage entraînent une surchauffe salariale et que donc l'inflation reparte à des niveaux relativement élevés en Russie, de l'ordre de 5 à 6%, peut-être 7%, au deuxième semestre de 2023. Жак, спасибо за ваши вопросы. Moi, je pense que 2,5% de croissance de PIB, ça, c'est le maximum de ce qui est possible pour la croissance de PIB. C'est vraiment le maximum qu'on peut attendre. Oui, les salaires augmentent et on voit que dans le cadre de certains services, les prix sont en hausse. Peut-être cela ne parvient pas par la statistique, mais au niveau régulier, on voit que dans le cadre de construction privée, les prix sont en hausse et c'est pourquoi l'inflation peut être en danger. Récemment, la Banque centrale a permis pour le rouble de s'affaiblir. Et là, il y a encore un danger de l'inflation qui est très important. Moi et les autres économistes ont des questions par rapport au taux d'échange flexible dans le cadre de la guerre. On a des doutes. Est-ce qu'il y a en fait des précédents quand, pendant la guerre, les banques centrales appliquaient les taux d'échange flexibles et fluctuants? Ça, c'est une question. Donc, le surchauffement du marché du travail et la fluctuation du rouble posent des menaces, pas pour l'inflation. Et encore une fois, en mois de mai, si je ne me trompe pas, l'inflation était au niveau de 2,6%. C'est l'inflation annuelle. Donc, j'ai des doutes sur ces 6%. Les prix consommateurs, je pense que là, on va avoir une croissance au niveau de 5-6%. Donc, c'est l'indicateur ciblé. Merci. Mikhail Gusev envoie des messages sur le chat et j'ai
je voudrais demander Mikhail Gusev, peut-être vous pouvez prendre la parole et intervenir. Est-ce que vous nous entendez, Mikhail? Oui, je vous entends, c'est juste qu'on a discuté la stimulation budgétaire, c'est juste que les collègues nos collègues français ne peuvent pas lire le chat en russe. La réponse, oui, je pense que c'est plus correct de calculer la situation pas à la base de l'année 2021. Je pense qu'il faut se fonder sur la situation quand on n'a pas de déficit dans le déficit budgétaire. Parce que en 2022, par exemple, on ne peut pas dépenser moins d'argent par rapport à ce qui a été collecté. Donc, c'est pourquoi je pense que les indicateurs doivent prendre cela en compte. Merci beaucoup pour cette commentaire. En fait, je suis d'accord. Oui, c'est juste que je voulais expliquer cela. Collègues, on a encore à peu près 5 minutes. Si vous voudrez prendre la parole ou si vous avez des questions, on a un peu de temps. Non, je voudrais juste remercier mes collègues pour les questions très intéressantes et c'est intéressant de discuter avec vous la situation dans le cadre de l'économie de la Russie.